Bienvenue à la session Moderniser une application web avec Play Scala. Voici comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, on va voir le contexte de l'expérience. Ensuite, je vais vous parler de l'architecture, des modifications qu'on a faites, puis la migration des données du SQL Server vers MongoDB. Puis on parle un peu des tests. On finira par quelques bonnes pratiques et l'équipe. C'est un peu chargé, mais ça va rentrer. Le contexte. Avant ça, je vais me présenter d'abord, quand même. Je suis Nour Traoré, consultant à Rolla. Je blogue souvent sur le blog de Rolla ou sur mon blog personnel quand j'ai le temps. Avec 3 enfants, c'est pas facile. Le contexte. Ça se passe sur queljob.com, qui est un site d'emploi généraliste, lancé dans les années 2000, donc un pionnier du web. Il y a eu quelques refontes techniques et fonctionnelles depuis. Je prends ici les plus importantes pour notre contexte. Notamment en 2008, l'équipe a mis en place une architecture composée des struts pour tout ce qui est MVC. Spring MVC pour toute la plomberie Hibernate. Resin comme serveur d'application, Prototype JS, donc voilà. C'est des choses qui, dans le temps, c'est bien, mais ça commence à dater. Et en 2011, on a un peu changé de modèle, parce qu'à l'époque, en fait, on était une sorte d'agrégateur où on allait chercher les offres d'emploi sur différents sites d'emploi et on les mettait à disposition de notre audience. On a changé ça, maintenant, on publie directement les offres de nos clients. Et cette année, il y a quelques mois, on a décidé de tout changer. D'être moderne en mettant du Play Scala avec MongoDB et AngularJS. Tous les buzzwords. Derrière, pour comprendre ces choix-là, en fait, je vais vous parler des contraintes que nous avons. En fait, nous souhaitons pouvoir itérer rapidement, toutes les semaines mettre en production de nouvelles fonctionnalités, s'adapter aux différents canaux de diffusion de nos offres. Il y a quelques temps, on avait quasiment que des PC. Des candidats qui nous venaient des PC. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui nous viennent des smartphones, des tablettes. Donc c'est une nouvelle réalité, ça veut dire qu'on peut plus se concentrer que sur le site web. Fournir une bonne expérience utilisateur aux candidats, c'est la simplicité des interfaces, c'est le côté dynamique, l'aide à la saisie. C'est ces choses-là qui nous importent sur le plan business et ça motive un peu le choix technologique derrière. Pourquoi Play Scala? Le premier point, c'est que Play embrasse HTTP. Pour vous en convaincre, faites un petit tour sur la documentation de Play. Manipuler les concepts de HTTP, c'est assez facile. C'est pas caché derrière 10 000 couches d'abstraction. Les options, les cookies, les headers, tout ça, on peut manipuler assez facilement. Le templating TypeSafe de Play aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous souhaitez aller vite sur votre projet, c'est-à-dire que vous avez besoin de refactorer vos codes de vue comme vous le faites avec votre code objet, des classes Java, Scala, donc là, on a la possibilité de le faire avec les templates TypeSafe de Play, donc ça c'est sympa. Autre reload, on fait une modification, on rafraîchit le browser, on voit tout de suite si ça pète ou si ça passe, ça c'est assez sympa. Encore une fois, on est plus productif avec ça. Le point, c'est le fait que c'est du Scala, du coup, si vous êtes une entreprise qui fait beaucoup de Java, donc vous avez pas mal investi avec le temps, rester sur la JVM, c'est intéressant. Comme ça, on va pas être obligé de tout passer d'un coup. On peut passer des bouts et réutiliser des libs, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Le côté asynchrone, au-delà des buzzwords, ce qui nous intéresse nous, en fait, c'est pouvoir faire une utilisation efficace de nos ressources serveurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne pas bloquer, ne pas perdre plein de ressources à ne pas faire grand-chose derrière. Et on a choisi d'aller sur MongoDB parce qu'on travaille avec des langages objets. Donc la modélisation entre un objet et un document Mongo, c'est assez simple. On n'a pas besoin de faire trop de gymnastique intellectuelle pour faire rentrer un document dans un objet, contrairement à ce qu'on fait avec les tables relationnelles. La flexibilité du schéma, il y a toujours un schéma, je ne dis pas absence de schéma parce que je considère qu'il est forcément dans la data, dans l'application. Une donnée sans schéma quelque part, on ne peut pas l'exploiter parce qu'on ne sait pas trop s'il y a dedans. Donc il y a toujours un schéma, mais il est beaucoup plus flexible. Et donc ça c'est bien quand on itère et qu'on change le fonctionnel, qu'on enrichit l'application.
Toujours, hein, on a pris un framework MVC qui est réactif. Derrière, on ne voulait pas prendre une base qui n'est pas, qui est bloquante derrière. Donc on a choisi d'aller sur un stack complètement asynchrone. Maintenant, on va voir l'architecture. Avant la refonte, elle ressemblait à cela. Quelque chose de très classique. On a une couche modèle de données qui va faire le mapping sur les tables. Au-dessus, on a une couche DAO classique. Quelques dizaines de batchs qui vont utiliser ces DAO-là pour exporter les données au format CSV notamment. Et ça va être utilisé pour tout ce qui est mailing et ce genre de choses. Et là-dedans, on exporte des identifiants en base de données. C'est des choses qui nous dérangent, dont on va parler plus tard. À côté, on a une couche service qui est utilisée par tout Struts, donc des JSP derrière, tout ce qui est super sympa. On a aussi du jQuery. À côté, je vous ai mis quelques blocs qui sont plutôt des blocs fonctionnels. On a l'espace candidat, c'est tout le parcours candidat. Quand il a créé son compte, généré un bon mot de passe, il a oublié son mot de passe, créer des alertes pour recevoir directement des offres d'emploi dans sa boîte mail. Tout ça, ça va se passer dans le bloc fonctionnel l'espace candidat. Le moteur de recherche, la liste, c'est là où on va consommer les offres et postuler si on trouve l'emploi, le job de son rêve. La homepage, qui est un peu le point d'entrée sur toutes les différentes applications, un peu l'éditorial pour consommer des articles, comment faire son CV. Le mobile, on a un site mobile parce que le site il n'est pas sensible, c'est trop sérieux, c'est un site un peu vieillot, on va dire, sur ce plan-là. Donc on a une version responsive qui va essayer d'adapter le contenu au mobile. On a des applications mobiles pour iOS, Android, Windows Phone. Plein de partenariats, on en a une vingtaine, j'ai fait le compte. Et enfin, on a une app externe ici qui vient directement lire dans la base de données pour prendre des données. Voilà. Donc on a une archi plutôt classique avec on a une archi plutôt traditionnelle, mais il y a un certain nombre de choses qui nous dérangent là-dedans. D'abord, c'est le peu de place laissée aux API. Derrière, la conséquence, c'est que aujourd'hui, comme j'ai expliqué, on a une application, on a des applis mobiles, iOS, Android et tout ça. On a une version mobile du site. Par contre, on n'a pas l'ensemble des fonctionnalités disponibles à ces niveaux-là. On a juste quelques flux en fait, qui sont exposés par quelques actions struts qui vont exposer un flux pour les listes ou un flux des détails, mais plein d'autres fonctionnalités qui sont vitales pour le site ne sont pas disponibles sur ces devices-là. Sachant qu'on a de plus en plus de candidats qui vont venir par le mobile, donc on ne va pas pouvoir leur proposer les mêmes fonctionnalités que sur le site. Donc ça nous dérange. C'est pour cela qu'on souhaite mettre l'accent sur les API. L'accès à la base de données, le fait qu'il y ait une app externe qui vienne lire directement dans la base, ça veut dire que toute la logique métier qu'on va mettre au-dessus de la data, les checks et tout ça, on ne va pas les faire. On va également avoir du mal à faire des modifications profondes sur la base sans se coordonner avec toutes les applis qui vont venir directement dans la base. Et on a également une stack techno qui est un peu vieillissante. Derrière, c'est beaucoup de perte de temps quand on fait une modif dans une JSP avec des vues complexes, c'est pas évident. En plus du fait qu'il faut rébuilder le projet et redéployer, c'est beaucoup de perte de temps. Une appli monolithique, on a un peu tout ensemble dans le même dépôt Git et c'est dans le processus de livraison, je touche juste à la partie recherche et je dois tout relivrer. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir améliorer en partie avec ce qu'on a fait. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est que faire et comment le faire. On a beaucoup rêvé, on a beaucoup imaginé, et puis on est arrivé à cela. On a une application qui joue le rôle de l'API au centre. Et cette API sera attaquée un peu par l'ensemble des applications qu'on développe. C'est le site qui devient responsive, donc plus besoin d'avoir deux versions du site.
Et en plus du fait qu'on a un ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles à ce niveau-là. Les apps mobiles auront également en fait l'ensemble de fonctionnalités. Hein, c'est toujours l'intérêt d'avoir quelque chose de centralisé. Le batch, pourquoi pas? On s'est posé la question, est-ce que les batchs aussi ne vont pas passer par l'API? Et l'app externe ne va plus accéder à la base. Donc là, quelque chose de remarquable ici, c'est le fait que personne d'autre n'accède à la base à part l'API. C'est pas tant le fait de pouvoir changer de base de données qui est, à mon avis, le point le plus important, c'est le fait qu'on ne va pas dupliquer la logique en fait. Parce que si chacun accède à la base de son côté, à l'arrivée, chacun va refaire le même travail. Et quand on change le fonctionnel, c'est très compliqué à gérer derrière. Par contre, en fait, on pourra faire ça. Faire ça, c'est à quelques années, et à l'arrivée, c'est beaucoup de perte de temps, peut-être beaucoup de perte d'argent. Nous ne sommes pas l'État, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Du coup, on s'est dit, on revient sur l'architecture, on essaie de voir en fait ce qu'on peut faire. On avait deux candidats principaux. En fait, la logique c'est simple, on s'est dit, est-ce qu'il y a là-dedans une entité fonctionnelle autonome qui peut avoir son propre cycle de vie qu'on peut isoler en fait. On avait deux candidats sérieux, c'était le moteur de recherche et la liste en fait, et l'espace candidat. Donc on a décidé d'aller sur l'espace candidat, c'est le bloc qu'il y a ici. La raison est très simple, c'est que c'est la partie la plus endettée de notre site. En fait, ça a été fait en 2008 et puis on n'a pas trop touché, quoi. Juste quelques petites retouches, mais essentiellement c'est la version d'il y a quelques années. Et elle était également endettée sur le plan technique. Mais c'était, on va dire, c'est pas le plus important pour le business au final si on arrive à travailler avec. En fait, côté UX, côté expérience utilisateur, elle était beaucoup endettée aussi. Donc pour nous, c'est un peu un adversaire facile, on s'est attaqué à cela parce qu'on était sûr de mieux faire. Et on a refactoré l'architecture, ça donne ça en fait. On a le bloc espace candidat qui revient ici, donc on a une application autonome qu'on a mise en place, qui va utiliser l'API pour présenter la fonctionnalité aux utilisateurs. Et derrière, c'est pareil, c'est vraiment l'architecture cible appliquée à la partie espace personnel. Il y a des flèches qui vont de la liste vers l'API. C'est parce qu'en fait, quand on est sur la liste, on peut aussi créer des alertes. En fait, on a un petit bout du parcours des candidats qui se trouvent là-dedans. C'est la même chose sur la homepage, mais je ne l'ai pas fait pour une occasion chargée de la page. Donc à ce moment-là, tout ce qui est espace candidat, on a une API derrière qui peut être exploitée sur tous les devices en fait. Voilà, donc l'idée pour nous en fait, c'est vraiment de continuer cet exercice-là. Donc je vous montre là une vue macro en fait. Donc on a aujourd'hui le load balancer là qui va se baser sur les patterns URL pour décider de forwarder l'utilisateur soit sur l'espace candidat qui est une appli play, soit sur le strat monolithique, et les deux vont attaquer l'API derrière. Donc l'appli strat est la seule à accéder à la base, mais il n'y a plus de données des candidats là-dedans. Les données candidats sont ici et on y arrive via l'API. Il reste un petit bout en fait, c'est l'app externe qui vient servir dans la base. Finalement en fait, on a fait une solution intermédiaire, c'est pas vraiment l'API parce que pour nous c'est un peu coûteux, on voulait sortir rapidement. On a fait un compromis, on a fait un batch AK qui génère un format pivot qui était déjà compréhensible par l'app externe. Mais ça marche pas mal parce que finalement c'est moins risqué pour nous parce que ça c'est du code qui est maintenu par la même équipe que celle qui maintient l'API et celle qui crée les données. Et du coup, on peut faire du partage de code ici et du partage de logique en fait. C'est la solution qu'on a choisie. À ce stade-là, l'archi a un air de scène de chirurgie, d'opération chirurgicale, dans le sens où on est en plein milieu, il y a beaucoup de sang, mais c'est pour la bonne cause en fait. Une fois qu'on a fini de tout nettoyer, ça doit rentrer dans l'ordre. C'est un peu ça. On a un bout de l'ancienne archi et un bout de la nouvelle, mais on ne s'arrête pas là. On va continuer en fait de refactorer au fur et à mesure. L'idée c'est d'assainir l'architecture tout en maintenant le business, tout en fournissant de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'autre sujet qui est
On va passer à le sujet qui est la migration des données. Pour comprendre en fait le challenge, en fait, il faut savoir que nous, ce qu'on fait, c'est une sorte de place de marché où on a des recruteurs qui viennent chez nous parce qu'on a des candidats, et les candidats sont là parce qu'on a des offres d'emploi. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les données candidats, c'est quelque chose de très important pour le business. Et on avait plus de 10 ans de données candidats, on voulait les prendre en fait et les mettre dans MongoDB, de SQL Server en MongoDB. Donc c'est crucial pour le business, il faut faire attention. On a choisi d'appliquer la stratégie suivante en fait. Une fois qu'on avait commencé à avoir quelques écrans et qu'on pouvait tester un peu les données qu'on a dans la base, on a commencé à développer des scripts, des scripts, mais en fait c'est des batchs avec AK, où on prend les données de la base SQL, on les met dans MongoDB, on vérifie, on fait plein de comptes des deux côtés, on prend quelques exemples, en fait, on se connecte à l'interface, on vérifie avec les fonctionnels et on regarde les données directement dans la base pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Parce que quand on se trompe, après une mise en prod de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est super difficile de revenir en arrière. Voilà, donc c'est quelque chose avec lequel il faut être vraiment très vigilant. Derrière la mise en œuvre, en fait, c'est un acteur par type de données. En fait, on a un candidat, le candidat, on a des alertes, on a des souscriptions à la newsletter. Donc ces choses-là, c'est souvent des tables ou un ensemble de tables. Donc on fait un acteur pour migrer un ensemble de tables qui vont ensemble. Là, j'ai dit paralléliser quand c'est possible parce que c'est pas toujours possible. En fonction des dépendances qu'on a entre les données, on ne peut pas toujours paralléliser. Donc ce qu'on a fait un acteur pour le compte candidat qui est un peu au centre de l'espace candidat. Une fois qu'on a fini de migrer les données candidats, en fait, on pouvait paralléliser tout le reste parce qu'on avait l'ensemble des infos pour faire les dépendances. Avant de passer en prod, en fait, on a le MongoDB qui allait passer en prod. En fait, on l'a alimenté avec les données de la production. Ensuite, on a arrêté le site pendant quelques minutes pour migrer le différentiel. L'idée, c'est vraiment de minimiser le différentiel pour ne pas avoir un downtime énorme. C'est quelque chose qui finalement, ça a bien marché. Juste là, on a pas eu de plainte de candidats. Tout le monde a son CV, personne n'a le CV de son voisin. Donc, je pense que pour l'instant, on est assez content. On va passer au sujet suivant. C'est les tests. Avec l'archi qu'on a décidé de mettre en place, en fait, l'API devient centrale. C'est là qu'on a concentré toute la logique du business, la logique du code pour nous. Donc, il était crucial qu'il soit bien testé. Et bien testé, en fait, on voulait vraiment s'approcher du code réel qui va en production. Donc, pour ça, en fait, la première chose qu'on pense à moquer en général, c'est la base de données. Nous, on s'est dit, on ne va pas moquer la base de données. On travaille avec Mongo, on a la chance de pouvoir l'embarquer, en fait. Donc on a décidé d'aller sur ça, de pas moquer d'embarquer Mongo et de le lancer une fois pour tous les tests, en fait, pour tous les tests API. Parce que sinon, si on le lance pour chaque test, ça va être un peu lent et c'est pas ça l'idée. Derrière, on utilise Embed Mongo qui est un petit projet sympa qui est disponible sur GitHub et les API tests de Play. Donc la mise en œuvre. Play met à disposition une API qui permet en fait d'écraser certaines confs quand l'application tourne. C'est ici la classe Fake Application. On peut passer une map en fait où on prend les clés qui sont dans le fichier de conf et puis on les écrase. Donc nous on lui dit ici dans les tests que le MongoDB se trouve sur localhost sur le port 1, 2, 3, 4, 5. Et que la base à utiliser, c'est test. Donc là, on fait une petite méthode utilitaire qu'on va pouvoir utiliser. Et derrière, on va utiliser une autre classe que Play met à disposition, qui est WebServer, qui va lancer un vrai test, un vrai serveur native en fait, qui est utilisé par Play, un vrai serveur derrière. Donc on lui précise le port à utiliser. Et on lui dit également d'utiliser l'appli Play à utiliser, c'est l'appli qu'on a configurée pour utiliser le Mongo embarqué. Ensuite, on se sert de SBT, de l'option SBT. En fait, on lui dit si on est dans le test d'intégration, dans la phase de setup,
tu lances Mongo. Mongo Launcher, c'est une petite classe qu'on a écrite en fait, pour utiliser derrière l'API du petit projet dont j'ai parlé. Si vous voulez, je peux vous mettre le petit code à disposition. Le patron est d'accord, il est juste là derrière. Voilà. Et une fois qu'on a fini les tests, en fait, on arrête Mongo. C'est super sympa, voilà. Donc ça, on le fait une fois pour tous les tests d'intégration, une fois qu'on a fini, on l'arrête. Ça marche très bien. Et enfin, une petite classe utilitaire qu'on utilise pour tous nos tests API. Là, on définit la base URL parce qu'ils vont tous utiliser la même URL de base. Et un injecteur GUS, on utilise GUS pour l'injection de dépendance. Et ça, c'est intéressant de l'avoir parce que ça nous permettra de récupérer les classes qui vont directement écrire dans la base si jamais dans le test on a besoin de pré-remplir la base. Et enfin, une petite méthode juste pour avoir un nom plus sympa que WebServer API parce que ça c'était un peu long. Donc la petite fonction là va juste nous filer une instance de serveur à chaque fois. Ça donne sur un exemple, en fait, là c'est l'exemple d'une création de compte. Là je dis si on fait un post sur request URL, sachant qu'ici request URL c'est localhost 3333, mais peu importe, hein, c'est la base URL / account. On va taper sur la ressource account et je lui dis tu me crées un compte si on donne un email et un mot de passe. Là le mot de passe, dans quel c'est un nom donc on a inventé comme ça. Password secret. Donc derrière, j'utilise WS, qui est l'API de Play pour requêter du HTTP. Donc on dit l'URL c'est ça, post avec ces données-là. À la fin, on reçoit une réponse HTTP. On a le statut. On peut vérifier que c'est bien égal à created, le status code qu'on doit normalement utiliser quand on crée quelque chose en fait. Et derrière, je suis capable de prendre la réponse du son et de faire des assertions dessus. J'aurais pu aller plus loin en testant par exemple le header, c'est ce que j'ai la propriété location, ce genre de choses. C'est assez facile finalement de manipuler du HTTP avec Play. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais on peut faire des choses beaucoup plus puissantes que ça. Voilà. Maintenant, on va passer à quelques bonnes pratiques. Le front-end aujourd'hui, en fait, il est juste client de l'API. Le site web qu'on a développé, l'espace, l'application Play est juste client de l'API, tout comme seront en fait les applications mobiles ou les applis des partenariats. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. C'est vrai que derrière, on a zéro accès à la base, donc on n'a pas de duplication de logique. On peut facilement changer quelque chose et impacter tout le monde. Et c'est essentiellement du JS pour la simple raison qu'en fait, on voulait vraiment essayer d'être le plus dynamique possible et proposer de l'aide à la saisie à nos utilisateurs. Quelques stats. GitHub, c'est juste 9% de ce cas-là et c'est essentiellement du JS, quoi. Le front-end toujours, l'asset pipeline c'est sorti d'un Play 2.3. Ça permet d'optimiser son JS par exemple. Là on utilise du require.js, donc on a le plugin RJS qui permet d'optimiser du code JS require.js. JS pour mettre un hash dans le nom du fichier, comme ça peut être utilisé par les caches. Et digest pour réduire la taille des fichiers. C'est quelque chose qui est vraiment très facile à faire, c'est gratuit, il ne faut pas s'en priver parce que les gens qui vont visiter vos sites sur le mobile, notamment si ils sont chez Free, je pense qu'ils vont vraiment apprécier. Et ça donne quelque chose comme ça. On a en fait un hash dans le nom, donc ça va pouvoir être caché. On a un e-tag. Et quand j'ai fait la requête, on était le 14, je crois, c'est ça. Il me dit que le fichier n'a pas été modifié depuis le 8. Du coup, l'utilisateur va récupérer ça une fois et c'est tout en fait. Il récupère ça une fois, et tant qu'on ne l'a pas modifié, il ne va plus perdre de temps à récupérer le même fichier. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le filtre gzip, filter là, qui vient avec Play. Avec celui-là, vous pouvez gzipper tout, en fait, du HTML, tout ce que vous envoyez au client, vous pouvez les gzipper.
c'est facile, ça coûte rien. C'est juste ça. Donc c'est des choses, c'est un peu l'intérêt d'avoir un framework moderne qui est écrit avec un langage potable, donc il faut en profiter. Des liens d'analysion, c'est juste une petite remarque que je fais là. Donc en fait, le web, on est habitué à mettre des liens dans le HTML, par contre pas dans forcément dans les JSON. Ça va encore rentrer dans la mœurs, mais c'est quelque chose qu'on essaye de pousser. L'idée, c'est en fait de ne pas créer trop de couplage entre les clients et le serveur. En fait, j'ai pas trop envie que chaque client passe beaucoup de temps à récréer les liens sur les différentes ressources. C'est-à-dire que derrière, si je modifie la structure d'une URL ici, voilà, je vais casser les clients qui font ça, quoi. Donc idéalement, on a juste un point où on rentre et on découvre les autres liens à suivre. C'est le seul point d'entrée en fait qui doit être retenu par les clients. On n'en est pas là, mais on essaye vraiment de pousser vers ça. Notamment pour le mobile où la mise à jour n'est pas facile. Notamment quand on est sur l'App Store. L'autre bonne pratique, en fait, c'est une responsabilité par objet. La raison est simple, c'est vraiment la simplicité et la maintenance du code, parce que le code, on l'écrit une fois, mais on le maintient beaucoup de fois. Donc, c'est important que ce soit facile à comprendre. Là, je donne un exemple, en fait, c'est le contrôleur qui va gérer la validation d'une adresse mail. Là, on a le contrôleur qui s'appelle Account Validation Controller. Donc, le nom, ça dit déjà ce que fait le contrôleur. Si quelqu'un crée un compte, il va recevoir un mail, il y a un lien là-dedans, il clique sur le lien, il va atterrir dans ce contrôleur-là. Donc le contrôleur prend le token qu'il y a dans le mail et il le passe à Account Validator, qui est le service qui contient toute la logique métier de la validation d'un compte. Et tout ce que fait le contrôleur, en fait, c'est de prendre la réponse du service et de générer la réponse HTTP. La responsabilité du contrôleur, c'est limite strictement au HTTP, pas plus. Pour tout ce qui est la logique métier, ben, ça se passe dans les classes services. Et ça, c'est quelque chose de... Encore une fois, si on commence à mettre les logiques métiers dans le contrôleur, comment on fait pour utiliser cette même logique dans un autre contrôleur? Est-ce qu'il faut que le contrôleur commence à s'utiliser ou c'est un peu compliqué, quoi, sinon on duplique le code. Dans les services, en fait, ça se décline comme ça. Déjà l'application, le centre c'est le compte. Donc ici j'ai pris quelques exemples de services qu'on a développés. Account Authenticator pour l'authentification, Account Validator pour valider le compte en fait, ainsi de suite. On voit les noms, on comprend ce que ça fait. Si on avait fait un service Account Service, ça allait être un God Object en fait, un objet qui omniscient et qui compte 10 000 lignes et personne ne s'y retrouve. Et c'est probablement plein de bugs. Donc on essaie d'éviter ça. Quand on arrive dans le package, on voit tout de suite ce qu'on cherche parce que les noms sont assez clairs. Et derrière, c'est des classes qui ont une ou deux méthodes en plus. Au niveau des acteurs aussi, on fait un peu le même type de découpage en fait, où on se sert du fait que la méthode receive d'un acteur, c'est une fonction partielle. Donc on peut en fait composer plusieurs fonctions partielles pour créer une nouvelle fonction partielle. Donc là, sur l'exemple du batch qui va exporter les CV, on a une partie commune, ben, en fait on l'a mise à part. On a une partie qui va s'occuper de l'export des CV modifiés ou des CV supprimés. Donc là on fait trois petites fonctions qui sont faciles à comprendre, c'est juste quelques lignes et derrière on les compose, quoi. C'est des petites choses en fait qui facilitent vraiment la maintenance parce qu'on passe beaucoup de temps à revenir sur le même code, donc tout ce qui peut faciliter ce travail-là, c'est bon à prendre. Et les batchs, il y a quelque chose qu'on a commencé à faire avec cette refonte-là, c'est un batch, un jar exécutable, et pour cela on utilise AK, SVT Assembly, il y a des choses qui sont un peu compliquées à faire avec, mais à l'arrivée c'est quelque chose qui est simple. Donc on a le jar exécutable qui est créé avec ça, et Scope, qui est un petit projet qui permet de processer les arguments qu'on passe à un programme. Avec ces trois-là, on fait vraiment des choses assez sympas. L'idée c'est de maintenir les batchs assez simples pour qu'on puisse les réécrire, quoi. Une tâche, un batch, c'est juste 2-3 lignes. 2-3 classes en général et le tour est joué, quoi.
La gestion des erreurs. Donc en fait, les erreurs, c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc pour nous, une erreur n'est pas synonyme d'exception. Donc toutes les erreurs qui peuvent arriver, qui sont, on va dire, prévisibles, plus ou moins prévisibles, on va essayer de leur donner un type pour pouvoir les mettre dans les signatures. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de la souscription à la newsletter Eura. C'est un site thread. Donc tous les types concrets possibles sont là. Donc on a le token de validation que tu me fournis n'est pas valide, du coup on crée un objet pour ça. Il y a eu une erreur de ma part quand j'ai essayé de mettre à jour l'objet newsletter dans la base. J'ai un autre type ici. Donc dans le service, j'utilise en fait cette erreur-là dans le titre. Là, on a utilisé header, mais en fait, vous pouvez utiliser validation ou d'autres types que vous voulez. Donc là, derrière ces choses-là, quand on arrive, on sait exactement ce qui peut se passer en fait. On a vraiment les types pour nous guider dans la gestion des erreurs. Et comment ça va être utilisé par le contrôleur? C'est que le contrôleur va faire l'appel au service. Derrière, il prend les réponses, il génère les bonnes réponses HTTP. Et quand il y a quelque chose d'imprévu, en fait, une erreur bizarre, ça c'est des vraies exceptions. Par exemple, la base est tombée ou une erreur qu'on n'avait pas prévue. Ces choses-là, on va les gérer avec cette méthode, Recover API Error, qu'on appelle sur les futurs. Mais ce n'est pas quelque chose qui est défini de base dans les futurs. Pour avoir cette syntaxe, en fait, on a simplement défini une implicite classe qui prend un futur et qui se sert de la méthode de recover pour envoyer les messages d'erreur qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer tout le temps un internet server error. Peut-être que vous êtes capable de tirer des infos de l'exception qu'il y a ici pour générer en fait une erreur différente. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des choses qui marchent. Parce que sinon, si on ne fait pas ça avec Play, on va se retrouver avec la page d'erreur classique qui a un HTML. Et le client de l'autre côté qui pense que en fait, derrière c'est du JSON, il essaie de partir du JSON, il tombe sur des chiffres, il ne comprend rien, quoi, il pète une erreur incompréhensible. Pour finir, en fait, nous on a fait ça, on était 3 devs, il y avait Mathieu qui est là, Katia, Mathieu qui a une très bonne connaissance de AngularJS et tout ce qui est front. Et Katia qui est très, très forte en MongoDB. Moi j'avais fait un peu de Scala, du coup à l'arrivée on a pu faire ça en quelques mois. L'idée c'est de continuer, les autres sont là aussi, même s'ils n'ont pas directement participé, à travers le Pause Café, ils ont beaucoup participé aussi. Donc moi je vous souhaite bonne chance avec vos projets Scala et puis voilà si vous avez des questions. En fait, ça vient avec Play 2.3, c'est quelque chose d'assez nouveau en Play. Ça existe dans REST depuis quelques temps déjà. C'est SBT Web en fait, c'est même pas Play, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en dehors de Play. C'est SBT Web, c'est quelque chose qui a un système de plugin sur SBT. Ça, c'est un plugin développé à part qui va se servir de Require.js qui existe pareil pour Require, de RJS, pardon, qui est l'optimiseur de Require.js. Là, c'est vraiment des plugins en fait. Il suffit de prendre le bon plugin qui correspond à tes besoins et puis de l'utiliser. Et c'est vraiment tout en fait. On n'a rien fait de plus que ça. On met juste ça. Il suffit de trouver le bon plugin. Il y a plein de plugins qui existent pour différentes choses. C'est SBT Web si tu veux trouver sur le web. C'est SBT Web. Ça se rajoute en fait dans le build.sbt. Ouais, là c'est dans le build.sbt ou dans build.scala si tu préfères.
qui est migration des schémas MongoDB à l'évolution. Est-ce que vous avez déjà utilisé des technologies ou vous faites ça aussi manuellement avec des acteurs AK? Migrer des schémas MongoDB, c'est migrer les données de SQL Server vers Mongo? Non, si la structure des case classes que vous sérialisez, que vous stockez sous forme de documents change, oui. Pour faire les updates de la structure dans MongoDB, comment vous procédez actuellement? Bon, en fait, aujourd'hui, la plupart des updates qu'on fait, des changements qu'on fait, en fait, que ce soit transformer les valeurs de certaines propriétés des documents, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs, on fait des scripts JS qu'on exécute contre Mongo, en fait. Voilà. Mais rien ne nous empêche, en fait, si on a des traitements lourds, de les faire directement dans les classes Scala. Parce que ce qui est cool avec Reactive Mongo, c'est qu'on peut vraiment tout faire avec. J'ai testé un peu l'agrégation framework, ça marche très bien, en Scala directement. Voilà. Mais c'est quand même souvent plus simple d'aller voir les ops, parce que nous on a une équipe ops différente, d'aller voir les ops en disant j'ai ces scripts-là, je veux en prod, est-ce que voilà, on peut le faire ensemble sur l'intégration, sur la prod, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est en fonction de ce que tu souhaitais faire. D'autres questions? Sinon, moi j'avais une question. Ouais. Est-ce que vous faites du test unitaire autour de Reactive Mongo? Parce que là vous utilisez Reactive Mongo. Oui. Mais les tests donc avec Embedded Mongo, c'est plus des tests d'intégration. Est-ce que vous avez des tests unitaires ou, non. En fait, on a des tests unitaires, mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est presque rentré dans la mœurs. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à dire sur les tests. Mais quand on teste les services, il nous arrive d'utiliser des mocks, en fait. On utilise de très mock de specs, en fait, pour moquer l'accès à la base. Mais vraiment, la partie Reactive Mongo, on n'essaie pas de tester, parce qu'on suppose que ce n'est pas notre rôle de tester le driver. Par contre, on fait des tests unitaires. Des tests unitaires. Nos case classes, il n'y a pas beaucoup de logique en général, donc c'est plutôt les services qu'on va tester. J'ai l'impression que j'ai fini beaucoup plus tôt que prévu. Ça va? Ouais, ok. Bon. En tout cas, voilà, un petit commentaire en fait, sur le dernier slide, parce que finalement je ne l'ai pas présenté. Beaucoup de gens disent que Scala c'est super compliqué, c'est difficile, c'est rien. Je pense que c'est pas ça En fait, quand on vient à Scala, il faut pas tout le temps venir avec ces idées préconçues en fait. Il faut venir en se disant c'est quelque chose de nouveau, je vais tester, je vais regarder. J'essaye vraiment de faire des choses basiques avant d'aller dans les choses compliquées. On essaie d'éviter les gros mots, monade, monoïde et tout ça. Tout ça, ça fait peur aux débutants en fait. Nous, on a Mathieu, tu n'avais pas fait le Scala avant, je pense que c'était la même chose pour Katia, mais finalement, ça s'est très très bien passé, quoi. C'est vrai que le futur et le tout asynchrone, c'était pas toujours évident à comprendre en fait, parce qu'on se dit, mais voilà, j'ai fait un futur, comment je fais pour accéder à mon compte qui est à l'intérieur de mon futur? C'est des choses qui ne sont pas intuitives au départ, mais une fois qu'on l'a expliqué et que la personne a manipulé un peu, ça rentre. Donc ce cas-là, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, il y a des choses qui sont compliquées comme Scalasi à comprendre parce que, encore une fois, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours, c'est pas des choses qu'on va trouver dans Java, mais à l'arrivée, on s'en sort. Il faut vraiment vouloir sortir de sa zone de confort pour faire du Scala ou même n'importe quelle autre chose. Quand on ne connaît pas, si on ne veut pas sortir de sa zone de confort, c'est difficile. Merci.